Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous entendez comme il faut? Levez les pouces si vous êtes OK, puisqu'on vous a demandé de couper vos micros. Merci. Bien, super. Voilà, écoutez, on va pouvoir débuter cette conférence en ligne. Donc, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignaient pour participer à notre conférence sur l'illettrisme. Et notamment, cette conférence s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action qui sont proposées en Nouvelle-Calédonie. Au programme de cette conférence, donc, mon intervention sur le contexte global de la lutte contre l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, l'intervention de M. Pierre-Christophe Pans par rapport aux chiffres qui concernent cette thématique, et puis des informations relatives à ces sources communiquées par Mme Casali. Chaque intervenant se présentera brièvement avant de développer son sujet. Donc, je suis Yolande Verlaguet, inspectrice de l'éducation nationale, et j'ouvre cette conférence en tant que chargée de mission enseignement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement pour mener une étude relative à la prévention et la lutte contre l'illettrisme et l'ilnumérisme. L'origine de cette conférence est en lien direct avec l'opération des JNAI. Les JNAI sont organisés par la métropole depuis 2013, depuis que le gouvernement avait déclaré l'illettrisme grande cause nationale. Pour la Nouvelle-Calédonie, nous en sommes à la 3e édition. La première édition avait été portée par la Croix-Rouge et depuis 2020, un comité de coordination s'est créé. Et donc, je parle aussi en leur nom pour ouvrir ce travail. Il est composé donc toujours de la Croix-Rouge, en la personne de Mme Odile Réquillard, de l'IFAP, en la personne de Mme Aurore Delval, qui est aux manettes de la logistique aujourd'hui, je la remercie, du FIAF, représenté par Stéphanie Cano, de l'École de la Réussite, avec Mme Nathalie Tirbach, donc du vice-rectorat, Direction générale des enseignements avec Marie-Christine Casali, et de moi-même pour représenter le gouvernement. Donc, l'objet des JNAI, c'est à partir d'une thématique, valoriser des actions, valoriser des acteurs, valoriser les apprenants concernés par l'illettrisme. Pour 2021, la thématique, c'est apprendre, c'est réapprendre à rêver. Et Dieu sait que le rêve, on en a besoin dans notre vie au quotidien. Donc, l'idée des JNAI, c'était de mettre en lumière des actions, des dispositifs avec une labellisation nationale, puisque nous nous inscrivons dans un travail Agir contre l'illettrisme avec la NLCI. Sur une période dédiée, donc, nous avons mis la focale sur cette problématique. Et initialement, la semaine des JNAI avait été programmée au mois de septembre. Nous avons simplement lancé le séminaire, l'illettrisme, parlons-en à haute voix à Bourail. Ce fut une journée riche. Certains ont pu y participer et je les vois aujourd'hui connectés avec nous. Je les en remercie de nous entendre à nouveau. Plus de 70 personnes étaient présentes et nous avions à la fois présenté des informations générales, mais aussi organisé des ateliers de travail et les échanges avaient pu justement permettre de recueillir la parole de la population. La crise sanitaire, hélas, n'a pas permis la tenue de la suite du programme et en accord avec la NLCI, nous avons relancé cette quinzaine des JNAI, donc du 22 novembre au 3 décembre. Vous pourrez ensuite disposer du bilan global de cette opération à l'issue de cette quinzaine. Donc, quels sont les objectifs que nous poursuivons? Ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, il s'agit d'informer, de sensibiliser, de communiquer, mais aussi et surtout de collaborer. En fait, en résumé, c'est fédérer pour agir. Et il s'agit aussi de susciter une réelle prise de conscience et de faire connaître les solutions de proximité, parce que beaucoup de choses existent, mais parfois sont méconnues. Donc, agir à la fois en termes de prévention, parce que plus on va prévenir et moins on aura à lutter, mais donc aussi de dispositifs de lutte contre ce fléau qu'est l'illettrisme, qui a un véritable handicap social et professionnel. Donc, vous pourrez retrouver bon nombre d'informations sur le site illettrisme.gouv.nc, mais aussi sur les sites des partenaires et de la cellule de coordination que j'ai citée tout à l'heure, par rapport au JNAI, mais de manière plus large sur l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Parce que bien sûr, il ne faut pas en rester là, sinon on ne focaliserait sur l'illettrisme qu'en pendant une petite semaine chaque année, et ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons. L'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie globale à l'échelle du pays
Alors certains nous ont dit par le passé, déjà des choses avaient été faites, déjà des choses ont été menées, des études ont été conduites, des actions proposées. Oui, en effet. Mais donc il faut du temps et on a donné du temps au temps, mais depuis ces 3 ans, nous continuons à faire évoluer les choses. Et pour agir efficacement, bien sûr, il faut une mobilisation générale et l'idée des échanges avec les partenaires a permis justement de dégager quelques réponses déjà qui se structurent en 3 grands axes. Un axe relatif à la prévention durant la scolarité obligatoire, à l'école, au collège, au lycée, dans les structures, dans les MFR, dans l'enseignement agricole, que ce soit le public, le privé, la participation des associations qui sont là justement pour prévenir l'illettrisme ou l'innumérisme, et puis le concours des parents. Le deuxième axe, c'est l'information et la communication. On le voit bien, d'où la création d'un site internet, d'une page sur Facebook et du relais sur les sites de l'ensemble de nos partenaires. Et puis ensuite, des actions de formation et de remédiation qui sont proposées par l'ensemble des acteurs impliqués. À la fois, il s'agit d'agir auprès des publics en insertion, mais aussi des salariés des secteurs publics et privés, ou alors encore des personnes accueillies par des organismes ou des associations. Au final, c'est bien de viser la maîtrise, si on est à l'école, ou alors la réacquisition des compétences essentielles en français et en mathématiques. Et de nos travaux, de nos échanges, de nos discussions, 3 recommandations majeures se sont dégagées, là, des échanges, avec un axe construire des itinéraires de réussite et de lutte contre le décrochage à l'école, premier plan d'importance. Ensuite, de mener une politique efficiente et coordonnée d'insertion professionnelle. Il existe de nombreux acteurs d'insertion professionnelle et je crois que le maillage entre eux est indispensable. Et puis, de proposer des dispositifs de formation adaptés avec 2 types de programmes. À la fois un programme qui vient juste après l'école, qui permet de s'insérer via les compétences essentielles, et ensuite un autre programme qui est en route vers l'emploi et puis la certification. Alors, on en parle beaucoup, illettrisme, numérisme, et je crois qu'avant d'aller plus loin, il faut un peu s'arrêter sur les définitions, parce que ce sera peut-être repris aussi par ailleurs, mais je crois qu'il est bon d'employer les bons mots. Quand on parle d'illettrisme, à différencier d'analphabétisme, l'analphabétisme, la personne n'est jamais allée à l'école. L'illettrisme, les personnes sont allées à l'école, mais elles n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, des compétences de base pour être autonomes dans la vie simple. Et du coup, ce manque d'autonomie les pénalise et ne permet pas leur insertion professionnelle. De la même manière, pour l'innumérisme, on est sur des compétences en matière de nombre, de raisonnement, de calcul. Et du coup, ce sont des personnes qui ne peuvent pas, même pas aller au magasin et de calculer combien il leur reste dans leur portefeuille si jamais ils ont acheté telle ou telle marchandise. Donc, l'idée, c'est de permettre à toutes ces personnes qui ont été en indélicatesse à un moment donné avec les compétences de base de réapprendre. Et c'est pour ça que apprendre, c'est réapprendre à rêver, parce qu'on peut rêver du coup d'un avenir et d'un futur. Et les personnes que nous avons rencontrées dans nos travaux montrent une véritable détresse qu'on ne peut pas laisser de côté. C'est pour ça que nous travaillons sur cette problématique et pour aller plus loin, on va s'intéresser à leur nombre, c'est ce que M. Pierre-Christophe Pans développera, et surtout revenir aux sources de cette situation avec Marie-Christine Casali. Connaissant les sources, même si il y a d'autres facteurs qui interviennent, on peut peut-être infléchir la situation et arriver à faire baisser ce taux d'illettrisme qui reste assez constant depuis un certain nombre d'années. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à mes collègues. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci Yolande pour cette introduction. Alors, déjà, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre-Christophe Pans. Je travaille au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que responsable de l'Observatoire de la réussite éducative qui se situe au sein du service de l'aménagement et de la planification. Donc, c'est une petite structure qui existe depuis un peu moins de 3 ans et le but de cet observatoire, c'est d'analyser et d'évaluer un petit peu les résultats de la politique éducative calédonienne. Alors, comme vous le savez un petit peu, c'est vrai que cette conférence a eu lieu dans un premier temps à Bourail, je me souviens,
c'était précisément le 6 septembre, au moment où on nous a annoncé qu'il y avait le début de l'épidémie de Covid en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur cette question de l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir avoir un message et en tout cas un état des lieux qui porte au-delà finalement de ces différents confinements qu'on a subis depuis à peu près 2 mois. Alors, je vais vous partager en même temps le petit diaporama pour que vous puissiez avoir les éléments. On va essayer que ça marche. Est-ce que c'est bon sur ton écran? Oui. Alors, bon, je ne vais pas revenir forcément sur les termes que l'on va utiliser parce que cela a été déjà fait par Yolande sur la différence principale entre illettrisme et analphabétisme. C'est les définitions hein, qui proviennent de l'ANLCI avec des méthodes qui sont d'évaluation, en tout cas, de cet illettrisme qui sont validées par cette agence nationale. Qui permettent finalement d'avoir des éléments sur cet illettrisme selon plusieurs critères, âge, genre, niveau d'études, territoire. On le verra tout au long de cette présentation. Alors en Nouvelle-Calédonie, c'est pas très compliqué, il y a 2 sources pour pouvoir mesurer l'illettrisme. La première source, et souvent qu'on entend dans les médias ou auprès des différents commentateurs, c'est l'enquête statistique Information vie quotidienne qui a été réalisée par l'Institut des statistiques en 2012-2013. Et cette enquête, elle permet, avec un échantillon représentatif de la population, je crois que c'est un peu plus de 3000 personnes qui ont été interrogées sur la Nouvelle-Calédonie, d'avoir un niveau de littératie et de numératie, donc savoir leur capacité de lecture et de calcul. Donc ça concerne l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. L'avantage de cette étude, bien évidemment, c'est que toutes les tranches d'âge y sont interrogées. On a aussi des territoires qui sont représentatifs également de la répartition de la population. Mais le principal inconvénient, évidemment, eh bien, c'est que maintenant, cette enquête, elle tarde un petit peu à être renouvelée. Ça fait maintenant près de 9 ans que cette enquête a été réalisée et on peut imaginer qu'il y a eu des évolutions entre-temps. La deuxième source pour pouvoir mesurer l'illettrisme, c'est les tests de lecture que tous les jeunes qui ont à peu près 17 ans passent lors de leur journée défense et citoyenneté. Ce sont des tests de lecture qui sont élaborés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est des tests qui sont composés en 4 épreuves avec des tests d'automaticité de lecture, des épreuves lexicales et des épreuves également de traitement complexe de la lecture. Alors, pour donner un exemple, la dernière épreuve, c'est pouvoir donner un programme de télévision à des jeunes et savoir s'ils sont capables, avec leur lecture évidemment, de pouvoir retirer des informations dans ce programme télé. Et globalement, pour résumer, ceux qui n'arrivent pas à retirer des informations de ces programmes télé, eh bien, ce sont ceux qui sont considérés dans ce qu'on appelle les catégories 1 et 2, ceux qui sont considérés en situation d'illettrisme. Alors, je ne reviendrai pas sur la question sémantique de illettrisme, difficulté de lecture, mais illettrisme correspond à la catégorie 1 et 2, et la catégorie difficulté de lecture, c'est plutôt 1 à 4. On verra comment tout ça est calculé un peu plus tard. L'inconvénient de cette enquête, c'est qu'il y a une seule catégorie d'âge qui est représentée. On peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un peu trop tardif d'avoir ces tests à 17 ans après la fin de l'éducation obligatoire? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi s'interroger sur l'adaptation de ces tests aux spécificités locales? On sait que souvent les termes qui sont utilisés ne sont pas forcément des termes très usités en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut s'interroger à peut-être une possibilité d'adapter ces tests à la Nouvelle-Calédonie. Mais en revanche, l'avantage, c'est que ce sont des tests qui concernent à peu près 4000 jeunes en Nouvelle-Calédonie tous les ans. Donc, on a une vraie fréquence qui permet de mesurer l'évolution de ces tests. Alors, par rapport à ces différentes sources, je pense que, et c'est ce qui était dit un petit peu au préambule, c'est que, évidemment, pour pouvoir parler correctement d'illettrisme en Nouvelle-Calédonie, il faut pouvoir le mesurer. Et il me semblait intéressant aujourd'hui de pouvoir apporter les différentes sources pour montrer que, 1, les chiffres sont importants et que, de 2, on a besoin peut-être d'un renouvellement de ces chiffres pour pouvoir apporter de vraies mesures en matière de politique publique.
Alors, juste très brièvement revenir sur la principale source aujourd'hui qui permet de déterminer le niveau d'illettrisme et qui est à ce jour la seule enquête statistique qui permet de mesurer cet illettrisme, c'est l'enquête IVQ, donc qu'on retrouve dans la plupart des médias. Et juste pour revenir un petit peu sur la manière dont cette enquête a vu le jour en Nouvelle-Calédonie, qui est une enquête assez lourde, hein, quand même plus de 3000 personnes dans l'échantillon, c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est qu'en 2009, un petit peu comme ce qui s'est passé à Bourail il y a près de 2 mois, on a eu une grande messe un petit peu consacrée à l'illettrisme, à la FOL. On a eu des chiffres qui ont été annoncés de 13%, avec une participation de 120 acteurs, des élus qui étaient sensibilisés, et la mise en place d'un comité de pilotage calédonien de lutte contre l'illettrisme. Et très rapidement, au regard des chiffres, au regard des difficultés que cela entraînait, on s'est rendu compte que la question des données en matière d'illettrisme était vraiment considérée comme centrale, parce que au final, on avait une mesure à travers les JDC d'un flux de jeunes en situation d'illettrisme, mais on n'avait aucune étude qui permettait de dire quel était le stock global d'illettrés en Nouvelle-Calédonie pour avoir une vraie évaluation. Alors, ce qui est sorti comme chiffre vraiment à retenir, c'est, je crois que je le verrai un peu plus tard, mais donc, face à ce constat, eh bien, l'enquête a été menée entre 2012 et 2013, donc 2012 la partie enquête, 2013 la partie publication plutôt, et on a eu des grands chiffres qui étaient quand même assez représentatifs. On a eu 7 groupes de lecteurs grâce à différents types d'exercices. Donc voilà, dans le détail, un peu plus de 3000 logements qui avaient été tirés au sort sur 32 communes, 2200 adultes, et globalement, on s'est rendu compte eh bien, que parmi les gens qui avaient été interrogés, eh bien, il y avait 75% de la population calédonienne qui n'éprouvait aucune difficulté de lecture. Ça, c'est voir un peu le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'il y a 18% de personnes en situation d'illettrisme, mais avec un petit gap entre les deux de personnes qui ont des difficultés, mais qui peuvent quand même pouvoir s'en sortir. Voilà les principaux chiffres. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'ensemble des graphiques? Je sais que si je passe en mode diaporama, après les gens ne le voient plus. Bon. Donc, on a quelques éléments qui permettent quand même d'avoir des indicateurs en matière d'illettrisme. Le taux d'illettrisme varie selon le genre. On sait que les hommes sont plus concernés par ces questions d'illettrisme, qu'il y a une différenciation aussi selon les provinces de résidence. On voit que dans cette étude, les habitants de province des îles et des provinces nord étaient un peu plus touchés par cette situation d'illettrisme. Et puis également, on pouvait aussi différencier en fonction de la tranche d'âge. Et pour résumer, plus on monte en âge, plus on a des difficultés en matière de lecture, tout simplement par rapport au lien qu'on a au fur et à mesure de la vie avec la lecture. Et puis également, bon, ça peut paraître comme une lapalissade, mais c'est important de le rappeler, plus on va à l'école, plus on a des diplômes, et bien moins on est touché par l'illettrisme, ce qui veut dire que tout simplement l'école joue encore son rôle de rempart face à ces difficultés de lecture. Non, je ne suis pas encore arrivé. Encore 2-3 petits autres indicateurs qui sont intéressants dans cette étude. C'est le niveau d'illettrisme également qui évolue selon la situation professionnelle, selon la catégorie socio-professionnelle, selon l'activité, bien évidemment. Et puis, quelque chose qui a été un peu plus remise en question, qui a été un peu plus critiqué, c'est selon aussi la question de la langue maternelle. Donc, ce qui renvoie à toutes les questions liées à l'enseignement des langues autochtones en Nouvelle-Calédonie. Mais encore une fois, cette statistique que vous pouvez voir apparaître à l'écran de 33% de personnes en situation d'illettrisme qui ont une langue autre que le français comme langue maternelle, ça peut paraître peut-être un petit peu surévalué. Mais en tout cas, voilà les informations qui sont ressorties de cette étude. Mais encore une fois, voilà, la grosse difficulté aujourd'hui, elle est double. C'est que maintenant, ça commence à faire un petit peu de temps qu'on a eu cette étude. Peut-être que les choses ont évolué. La deuxième, c'est le contexte économique et budgétaire qui fait qu'on n'a aucune possibilité de savoir s'il y aura un renouvellement de cette étude, mais en tout cas, moi, j'appelle de mes voeux et je crois que l'ensemble du comité de coordination souhaite avoir des chiffres un peu plus actualisés concernant l'illettrisme en Nouvelle-Calédonie.
Donc la deuxième méthode qui a été validée par la NLCI pour déterminer le taux d'illettrisme, c'est les fameux tests de lecture qu'on passe lors des journées défense et citoyenneté, que tous les jeunes qui sont recensés passent pour ces fameuses journées. La grande différence avec l'enquête dont je viens de vous parler, l'enquête statistique IVQ, c'est que là, ça mesure un flux. C'est-à-dire que tous les ans, lors de ces tests, on mesure des jeunes qui arrivent à 17, 18 ans, donc on mesure leur niveau d'illettrisme. Mais par rapport à ce flux, dites-vous bien que c'est chaque année des jeunes qui sont mesurés en difficulté de lecture. C'est-à-dire que l'année suivante, le jeune qui a été mesuré l'année d'avant, eh bien, il est toujours en situation d'illettrisme si rien n'a été fait pour y remédier. Voilà à peu près les chiffres qu'on a réussi à compiler. Alors là, c'est le fruit d'une collaboration avec le Centre du service national qui organise ces JDC, avec lequel on a une convention de partenariat et donc qui nous communique les différents chiffres sur cette question de l'illettrisme. Alors là, tout de suite, vous allez voir ces graphiques et là, vous vous dites, cocorico, on voit qu'en 2020, il y a eu une chute drastique du niveau d'illettrisme. Alors, je vais un petit peu refroidir l'ambiance. Sur cette dernière année, on nous a annoncé qu'il y avait eu un changement de protocole de l'étude et donc forcément, il n'y a pas de comparaison possible avec les années précédentes. C'est toujours le problème de la question des chiffres, de la question des protocoles d'études qui sont utilisés. Et quand il y a un changement de protocole, évidemment, on ne peut pas comparer les chiffres d'une année sur l'autre. Mais globalement, on voit quand même que l'illettrisme peut être caractérisé par une forme de stabilité par rapport aux différents chiffres. On voit par exemple qu'entre 2013 et 2018, on a extrêmement peu d'évolution entre les différents chiffres, ce qui montre au final, on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, c'est que certes, ça n'a pas explosé, que les choses se sont stabilisées, mais à l'inverse, on peut se dire que les taux n'ont pas fortement diminué. Après, on peut rentrer un petit peu dans le détail en regardant ces chiffres selon le fait que les jeunes soient scolarisés ou pas. On sait que le niveau d'illettrisme a tendance à baisser avec les élèves scolarisés, mais ça laisse aussi de côté tous ceux qui ne sont pas scolarisés où on a un taux d'illettrisme qui a tendance à augmenter. Voilà. Là, à peu près dans le détail, les différents chiffres. Alors là, j'ai repris 2020, les différents chiffres. On voit les différentes catégories, les lecteurs efficaces, les lecteurs médiocres, c'est ceux qui peuvent encore s'en sortir par des méthodes de compensation. On a également ceux qu'on appelle les jeunes détectés en difficulté de lecture, ce qu'on appelle les DDJ, les profils 3 et 4, là, à peu près 14%, 14,6%. Et puis, les difficultés sévères, ça, c'est considéré comme de l'illettrisme. Ceux qui ne peuvent pas pouvoir opérer de traitements complexes, c'est-à-dire aller chercher des informations dans un programme télé, dans une affiche de cinéma, enfin, voilà, toutes les choses un peu de la vie quotidienne, eh bien, ce sont ceux qui ont vraiment des difficultés. Mais encore une fois, le 15,7% a été mesuré avec un autre protocole, donc on ne peut pas forcément se comparer aux années précédentes. Le chiffre, globalement, qu'il faut retenir, c'est entre 17,5 et 18% d'illettrisme pour les jeunes à partir de 17 ans. Également, un autre critère qui est important de pouvoir mesurer lors de ces journées défense et citoyenneté, c'est que globalement, on a une différenciation du niveau de difficulté de lecture ou du niveau d'illettrisme en fonction du niveau de diplôme obtenu. Et voilà, ça rejoint un peu ce qui était montré dans l'enquête IVQ, c'est que plus on avance en termes d'études, en termes de diplôme, eh bien, moins le taux de difficulté de lecture et moins le taux d'illettrisme augmente. Et également, on voit bien cette distinction qu'il y a entre le niveau de lecture des garçons et des filles, mais une différence qui a tout de même tendance un petit peu à s'estomper plus on arrive à un niveau de scolarité un peu plus élevé. On a également une possibilité en fonction des provinces et des communes de résidence de pouvoir obtenir aussi des distinctions en fonction de la province. Et on voit bien que ça confirme aussi les chiffres qui avaient été donnés lors de l'enquête IVQ. On voit une distinction en province nord, province des îles, qui sont un peu plus touchées par ce phénomène que les jeunes qui résident en province sud. Alors là, j'apporte peut-être une petite réserve
sur ces différents chiffres, puisqu'on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une forme aussi de mobilité et de multirésidentialité. On sait que les jeunes qui passent ces épreuves-là, par exemple en province sud, peuvent être des jeunes originaires de la province des îles ou de la province nord. Donc on sait que ce n'est pas forcément représentatif des difficultés inhérentes de ces provinces en raison des différentes formes de mobilité qu'il peut y avoir parmi ces jeunes. Alors bon, cette carte, il faut la prendre avec des grosses pincettes, mais en fonction de la commune de résidence qui est donnée lors de ces journées défense et citoyenneté, on arrive à ces chiffres. Alors là, la question, c'est pas de cibler une commune plus qu'une autre, mais on voit bien que les difficultés, elles se situent davantage en province nord et en province des îles. Alors, la conclusion, s'il doit en faire une, c'est que très clairement, aujourd'hui, on a besoin de chiffres, on a besoin de données pour parler de cet illettrisme, pour faire un état des lieux tout simplement en Nouvelle-Calédonie et pour pouvoir agir, il faut pouvoir mesurer ce que l'on veut traiter. Et en l'occurrence, depuis trop longtemps maintenant, on dit que la situation est catastrophique, et elle l'est, en l'occurrence, sur l'illettrisme et sur les difficultés de lecture en Nouvelle-Calédonie, mais il faut pouvoir le mesurer de façon idoine. Et pour le faire, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir conjuguer finalement les informations qui nous sont apportées par les journées défense et citoyenneté et par les enquêtes statistiques qui sont menées parallèlement. Mais globalement, le gros enseignement qu'on doit faire sur le niveau d'illettrisme en Nouvelle-Calédonie, c'est que ça stagne et que ces difficultés de lecture ont assez peu évolué maintenant depuis, là j'ai mis 2013 à l'écran, mais c'est depuis une bonne dizaine d'années. Globalement, ceux qui sont les plus concernés par cette question de l'illettrisme, c'est les garçons. Ce sont les déscolarisés avec ceux qui ont peu ou pas de diplôme et, dans une moindre mesure, les jeunes qui sont plutôt issus des provinces nord et îles. L'importance de ces données, c'est ce que j'ai dit un petit peu au début de cette conclusion, c'est pouvoir apporter une réponse qui soit à la fois concertée et précise entre le secteur public et privé, à la fois sur le flux d'illettrés, c'est-à-dire ceux qui sortent du système scolaire qui n'arrivent pas à pouvoir déchiffrer, par exemple, un programme de l'Élysée, et puis l'ensemble du stock d'illettrés, quel que soit leur âge. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir mesurer et ensuite apporter une réponse en matière de politique publique. Bon, je termine sur 4 nécessités, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai rappelé tout au long de ma présentation. Il est nécessaire d'actualiser aujourd'hui l'enquête IVQ et qu'on arrête un petit peu dans les différents médias d'annoncer un petit peu ces différents chiffres qui datent de plus de 10 ans maintenant. Il faut diversifier le repérage. Avant les journées défense et citoyenneté, c'est peut-être un peu trop tard. Je crois qu'il y a quand même des choses qui sont faites au niveau du vice-rectorat pour pouvoir avoir une mesure également, peut-être avec pas les mêmes critères que la NALCI, mais il y a des éléments. Une nécessité, et je pense, je me réjouis de voir que ça a été énoncé dans le discours politique général du président Mapou tout à l'heure, de faire de la lutte contre l'illettrisme une priorité, et bien évidemment, et c'est le reflet finalement de ce que j'appelle de mes voeux, une vraie coordination et une sanctuarisation de la lutte contre l'illettrisme. J'en profite encore une fois pour remercier la vigueur et la motivation de notre comité de coordination à ce sujet, et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger sur cette notion et sur ce problème qui sévit en Nouvelle-Calédonie. Donc, merci beaucoup et je reste à votre disposition pour des questions après la présentation de ma collègue Marie-Christine Casali. Voilà. Merci Pierre-Christophe Pons. Donc, l'Observatoire de la réussite qui apporte le concours de la cellule de coordination et de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le sujet depuis un certain temps. Et là, nous, avec les JNAI, donc nous zoomons depuis 3 ans pour essayer d'affiner les choses. Et en effet, l'illettrisme, une priorité. Cette nouvelle déclaration de politique générale, toute fraîchement prononcée, le renforce. C'était déjà dans la déclaration de 2019 et c'était déjà dans tous les travaux, on va dire, précédents depuis le projet éducatif, depuis la révision, la réforme du collège et tout. Donc, voilà ce que disait Pierre-Christophe Pons. La nécessité de repérer en travaillant avec les directions justement au plus près. Il y a des choses qui se font au niveau de la direction de l'enseignement, au niveau du vice-rectorat et des enseignements privés. La nécessité de trouver après les points d'entrée par rapport à l'insertion, parce qu'on a dans notre cellule de coordination donc le privé, le FIAF, qui est au
plus près des entreprises. Donc, voilà, vous voyez, autant d'éléments qui font l'objet donc de toute notre attention et de l'attention de nombreux acteurs. Donc, maintenant, l'idée, c'est de voir avec vous, de vous apporter donc des informations plus précises sur quelles sont les sources, pourquoi, comment ça arrive et peut-être après, comment est-ce qu'on pourra remédier à. Et puis, je laisse la place à Marie-Christine. Merci. Merci. Bon, bienvenue à tous. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Casali. Je suis actuellement chargée de mission au vice-rectorat pour la prévention de l'illettrisme et de l'innumérisme. Ce que je vous propose maintenant, je vais partager mon écran. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir ensemble quelles peuvent être les sources finalement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un élève ou qu'un jeune se retrouve en situation de non-lecture ou non-écriture à la sortie finalement du système scolaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que, et ça a été déjà rappelé à la fois par Madame Berlaguet et Monsieur Pons, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'un jeune scolarisé est en situation d'illettrisme, même s'il a déjà 16 ou 17 ans. Tant qu'on est scolarisé, on a encore la possibilité d'apprendre. Et donc, le système éducatif est fortement mobilisé actuellement sur cette question. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être un petit peu interactif. Je vais peut-être vous demander de participer activement. Je ne le ferai pas toute seule. Et donc, on va balayer un certain nombre de choses qui sont, d'après nous, une source importante pour expliquer qu'on puisse se retrouver non-lecteur après être sorti de l'école. Alors, en fait, il s'agit d'une petite expérience. Alors, ce que je vais vous demander, en fait, je vais demander à une personne de se porter volontaire pour participer à une petite expérience en direct. Alors, qui est le courageux ou la courageuse? Alors, pour ça, il faudrait vous faire connaître en levant un pouce quelque part. Alors, moi, je ne vois pas tout le monde, mais est-ce que quelqu'un souhaiterait? Sinon, on le fait tous ensemble, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Il faudrait que quelqu'un puisse lever un pouce. Alors, vous ne prenez absolument aucun risque. Je vous rassure là-dessus. Mais on a besoin que quelqu'un le fasse parce que sinon, on a du mal. Ah, ok, Marie-Paul Paraoui. Bienvenue, merci. Alors, tout le monde va le faire en même temps derrière son écran. Mais nous, on a besoin d'entendre quelqu'un lire des choses. D'accord? Donc, alors, pour ça, je vais vous montrer un certain nombre de tableaux et je vais vous donner des consignes très, très, très simples. D'accord? Est-ce que, Marie-Paul, donc merci infiniment, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous pouvez activer votre micro. Hein? Est-ce que je peux activer mon micro? Je n'ai pas entendu, moi, en fait. Est-ce que j'ai activé mon micro, c'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Oui, c'est bon? Ok. Alors, vous voyez, là, il y a un tableau, donc je vais vous le présenter en beaucoup plus gros. Et ce que vous pouvez voir à l'écran, en fait, ce sont des mots. Et la consigne que je vais vous donner, c'est de lire tout simplement ces mots à voix haute. D'accord? Ok. Est-ce que vous êtes prête, Marie-Paul? Oui. Merci de vous prêter à ce jeu. Tu m'entends? On ne vous entend pas. Ah, pardon. Pourtant, j'ai activé mon micro. Ah, moi, je n'entends pas du tout. Donc, avec le masque? Le casque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dès que je vais vous donner le top départ, vous allez commencer à lire ces mots. J'ai besoin de vous entendre, parce que sinon, je ne sais pas quand est-ce que vous allez terminer. Donc, c'est important que je puisse vous entendre. C'est bon? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Marie-Paul, est-ce que vous pouvez essayer de Est-ce que vous m'entendez, Marie-Christine?
Alors, j'entends un tout petit peu. Alors, vous allez le faire, mais j'aimerais que tout le monde vous entende. C'est ça le problème. Bon. Ça, je peux pas faire ça. J'entends. Ok, alors, sinon, tout le monde va le faire derrière son écran. C'est pas grave, on a toujours des solutions de rechange. Hein. Ok. Regardez, il y a de la musique, voilà. J'ai de la musique. J'ai quelque chose d'ouvert. Dans ton navigateur, une vidéo allumée. À tous les coups. Sur, Je vais la chercher. Ok, ça doit être ça. Bon, ok, j'irai voir après. Alors, très bien, on va commencer parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Alors, Marie-Paul et tout le monde derrière son écran, à mon top départ, vous allez lire ces mots comme vous le faites d'habitude, mais vous les lisez à voix haute. Marie-Paul, c'est surtout vous qui participez à cette expérience. D'accord? Oui. Allez, top départ. Bien. Alors, vert, bleu, jaune, rose, vert, bleu, rose, jaune, vert, bleu, rose, jaune, vert, rose, bleu, jaune, vert, bleu, jaune, rose, jaune, bleu, rouge, vert, jaune. C'est bon? Magnifique. Est-ce que ça vous a posé un problème? Beaucoup de problèmes. Va bien. Vous avez mis environ 10 secondes pour lire tous ces mots. D'accord? Ok. Je vous confirme, il n'y a absolument aucun souci. D'accord? On continue. Là, regardez, il s'agit d'une autre planche. Alors, là, en fait, il faut se contenter de nommer les couleurs. Est-ce que vous voyez bien la planche? Vous voyez bien les couleurs? Oui? Je vois très bien. Ok. Oui. Donc, vous allez lire de gauche à droite comme d'habitude. Simplement, vous nommez les couleurs que vous voyez à mon top départ. D'accord? Top départ. Vert, rose, bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert, rose, bleu, vert, rose, bleu, jaune, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune, vert, rose, jaune, vert, bleu, rose et jaune. Magnifique. Bon, là, vous avez mis aux environs de 10 à 11 secondes. C'est vous dire, je vais vous décrire ce que je comprends. D'accord. À partir du moment où on lit des mots, ou si on cherche à nommer là, comme à reconnaître là, c'était une couleur, mais vous auriez pu aussi nommer des fleurs que vous connaissez, etc. Vous mettez un temps identique. Ça veut dire que le temps de traitement de l'information, d'accord, qui arrive par la voie visuelle, met un temps identique pour être traité, d'accord? Le traitement et le temps de traitement est identique. Ça, c'est extrêmement intéressant. On va passer à la troisième et dernière partie. On va revenir sur cette planche. Alors, je vais vous la remontrer en gros. Vous la voyez bien? Oui. Là, cette fois, je ne vais pas vous demander de lire les mots. Je vais vous demander de nommer la couleur. C'est-à-dire que vous allez dire en quelle couleur est écrit chaque mot. D'accord? Oui. Ça va? Oui, ça va. Alors, allez-y. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui commandez. Allez-y. Vert, rouge, bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, jaune, vert, non pas vert, oui vert, rouge, bleu, vert, rouge, allez, rouge, jaune, bleu, rouge, non, bleu, non, vert, bleu, rose et jaune. C'est compliqué. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, est-ce que vous avez trouvé cette dernière partie plus difficile? Plus difficile, oui. Plus difficile parce que vous me demandez de repérer la couleur et moi j'ai plus tendance à lire le mot. C'est ça. Alors, en fait, j'ai noté, même si je ne vous entendais pas très bien, j'ai noté que le débit, votre lecture, alors que vous savez lire les mots parfaitement, d'accord, en 10 secondes, que vous avez nommé les couleurs dans un temps identique, là, vous avez doublé le temps. C'est-à-dire que là, on était à plus de 20 secondes, alors que vous saviez faire les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer, finalement, puisque vous êtes une lectrice experte, je vous le confirme,
que vous avez mis un temps beaucoup plus long juste pour nommer une couleur. Et comme vous l'avez très bien dit, effectivement, vous avez lu les mots, quand même, alors que la consigne était de ne pas lire les mots, de se concentrer uniquement sur la couleur de la police. Quelle couleur étaient écrits les mots. Ce que vous venez de vivre là, c'est ce qu'on appelle un conflit. Un conflit entre les automatismes que vous avez créés dans votre cerveau quand vous avez appris à lire. Finalement, à force de vous entraîner, votre lecture est devenue ce qu'on appelle une lecture dite irrépressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on est face à un mot et qu'on est un lecteur expert, on ne peut pas faire autrement que de lire les mots. Donc finalement, ce que vous avez été obligé de faire là, c'est vous avez lu le mot et ensuite vous avez été obligé d'inhiber tout ça, de mettre de côté pour pouvoir vous centrer sur mais en quelle couleur est écrit ce mot. D'autant qu'il s'agit de mots de couleur, donc il y a un petit piège. C'est une expérience extrêmement intéressante c'est ce qu'on appelle l'effet Stroop, qui a montré, c'est une expérience principale, ça veut dire que ça a permis de démontrer que la lecture est en fait, doit devenir à un moment donné automatique. Quand on est lecteur expert, notre lecture est automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes face à un mot, il y a un déclenchement automatique. Ça se déclenche tout seul. Et à partir du moment où ça se déclenche tout seul, c'est beaucoup moins fatigant que si vous deviez déchiffrer chaque mot. D'accord? Surtout, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. D'accord? Et donc, cette lecture, on dit d'elle qu'elle est irrépressible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement que de lire chaque mot qui passe devant vos yeux. Que ça soit que vous le fassiez de manière consciente ou non d'ailleurs. On est d'accord, quand vous êtes face à une publicité, il y a certains mots que vous avez lus sans même vous en rendre compte. D'accord? La conscience, on sait très bien que c'est à peu près 20% du fonctionnement de tout ce qui se passe un peu dans le cerveau. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie dont on n'a pas conscience. D'accord? Voilà. Eh bien, ce qu'on vient de vivre, peut-être si on doit retenir au moins une chose aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que l'objectif pour tous les élèves de la Nouvelle-Calédonie, pour toutes les personnes qui sont en situation de difficulté de lecture, c'est d'arriver à un moment donné à cet automatisme de lecture. Or, c'est la source première de l'illettrisme, c'est que tant que cette lecture n'est pas devenue automatique, eh bien, on l'oublie. On peut l'oublier. Ce qui veut dire que si moi, élève, j'ai quelques difficultés en lecture, que ma lecture n'est pas devenue encore automatique. C'est-à-dire que quand on m'entend lire, souvent on m'entend dire lentement, tout est sur le même ton, d'accord? Quand je vais sortir du système scolaire, au bout de 2 ou 3 ans, on va me retrouver en très grande difficulté de lecture, voire même illettré du coup, c'est-à-dire non lecteur. Ça explique pourquoi, finalement, on entend des élèves lire à l'école, on entend des élèves lire au collège, au lycée même, et puis on les retrouve quelque temps après en situation d'illettrisme plus ou moins grave, hein, bien sûr. En fait, ce qui leur a manqué, c'est de l'entraînement et beaucoup d'entraînement. En fait, comment on automatise la lecture? En fait, on l'automatise en s'entraînant énormément. Je vais automatiser tous les mots, par exemple, que je suis capable de reconnaître, comme là on vient de le faire, parce que je les ai rencontrés plusieurs fois, que je les ai lus et compris surtout plusieurs fois. Alors, la question qui peut arriver tout de suite, c'est finalement, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Alors, évidemment, il y a la maîtrise de la langue en général et l'étendue du vocabulaire que l'on a à sa disposition. D'accord? Pour automatiser la lecture, il faut déjà que je sache tout déchiffrer, tout décoder. Il faut que j'ai automatisé tous les processus de déchiffrage. Ça, c'est la première automatisation. Et la deuxième, il faut aussi que j'ai intégré tous ces mots que j'ai lus et reconnus. À force de les rencontrer, ça rentre en mémoire à long terme et à un moment donné, ils sont à ma disposition dans le stock que j'ai intégré en mémoire à long terme. D'accord? Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'émettre une réaction. Hein. Vous avez vu en bas de votre écran, vous avez la possibilité de réagir. Vous pouvez lever la main si vous avez une question
sur ce que je viens d'énoncer. Mais à la fin de la présentation, on laissera du temps pour les questions, que ce soit à Mme Berlaguet, à M. Pence ou à moi-même. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, on va faire une petite expérience, mais là, on va la faire tous ensemble. Voici ce que je vais vous demander. Je vais vous montrer des diapos très rapidement, mais très, très rapidement. Vous allez essayer de trouver, finalement, de dire quel mot vous avez reconnu. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut être très attentif parce que ça va très vite. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est parti. Tout le monde participe. Hein? D'accord? Attention. Alors, du coup, là, je ne suis pas en... Il faudrait que je me mette comme ça. C'est bon? Ça va marcher? J'espère. Comment? Ah, c'est ce qu'il voit. OK. Attention, c'est parti. Est-ce que vous avez reconnu un mot? Levez, vous allez réagir, vous avez des petites mains là, ou vous levez le pouce comme vous voulez derrière votre écran. Est-ce que vous avez reconnu un mot? Oui, non? Il y en a qui ont vu le mot papillon, effectivement. Tout le monde a vu le mot papillon? Je n'arrive pas à voir qui réagit ou pas. Comment? Ok, magnifique. Bravo. Je continue. Encore le même exercice. Dites si vous avez reconnu un mot. Je vous donne l'explication après. Avez-vous reconnu un mot? Vous pouvez l'écrire dans la discussion si vous le souhaitez. Non, mais il y a des gens extrêmement érudits ici dans cette présent. Parce que normalement, ce n'est pas ce mot-là qu'on reconnaît. C'est moi qui dois manquer de... OK. Magnifique. Donc, vous avez reconnu au moins... Vous avez vu, je l'ai présenté une demi-seconde. D'accord. Très peu de temps. Si vous arrivez, en fait, finalement, à reconnaître un mot, c'est que ce mot est disponible dans votre lexique personnel et donc vous l'avez reconnu d'emblée. OK? Très rapidement. Vous lisez comme vous lisez d'habitude, c'est-à-dire comme vous voulez. Normalement, quand des mots apparaissent, vous n'avez pas besoin de lire de gauche à droite, vous les voyez directement. On va retenter l'expérience, je continue. Avez-vous vu? Il fallait être prêt, hein? Vous avez vu un mot? Vous avez reconnu un mot? Waouh! Il y a des gens extrêmement rapides. Il y a des gens extrêmement rapides. Alors, logiquement, voilà, on a reconnu un mot, ou on croit avoir reconnu un mot, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce qui compte, c'est votre... Ce qui compte, c'est que vous avez vu apparaître des mots, que vous avez compris que c'était des mots, d'accord? Ce n'est pas autre chose que des mots. Et ensuite, vous avez été capable de les nommer. Tout ça, ça montre une chose, c'est que votre lecture est, pour vous, là, tous ceux qui sont présents et qui ont participé, votre lecture est automatisée. Un élève ou un jeune qui n'a pas automatisé la lecture ne peut absolument pas, vu le temps imparti pour faire l'exercice, ne peut absolument pas lire ces mots. Il n'en a pas le temps. Et vous savez pourquoi? Je suis sûre que vous avez déjà la réponse. C'est parce qu'il déchiffre. Et pour déchiffrer, il faut un peu de temps. D'accord? Même s'il déchiffre vite. Je continue? On a arrêté avec les mots. Ça explique pourquoi, finalement, si on a notre lecture automatisée, ça explique pourquoi on est capable de lire ces deux textes sans difficulté, à une vitesse quasi normale. C'est un tout petit peu moins que d'habitude, un peu moins rapide, mais c'est une lecture quasi normale, alors que les lettres ne sont pas à la bonne place. Entre parenthèses, sur les réseaux sociaux, on trouve des explications qui sont rarement les bonnes. Hein. Donc, la bonne explication, c'est celle-là. Votre cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne reconnaît pas un mot comme il va reconnaître un visage ou un arbre. Il va regarder toutes les lettres, il va les assembler, il va faire toutes les opérations qui arrivent
au final à lire des syllabes, puis des mots. D'accord? Et à la fin, soit vous avez le mot dans votre vocabulaire personnel, dans ce cas-là, vous êtes capable de dire, bah, là, je vois, c'est marqué selon. Alors, ce qui est facilité ici pour la lecture, c'est que la première et la dernière lettre sont à la bonne place. Tout ce que vous avez appris en français, c'est-à-dire toutes les habiletés que vous avez développées en français, en termes de déchiffrage et d'automatisation des processus de déchiffrage, vous pouvez les transférer à une autre langue à partir du moment où cette langue est basée sur un alphabet à peu près identique au nôtre. Évidemment, on va peut-être mal prononcer, on n'est pas sur la phonétique anglaise, d'accord, mais on est capable de déchiffrer tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire, vous voyez, c'est des compétences qui sont extrêmement intéressantes. Même si moi, j'ai appris à lire en anglais, je peux transférer toutes mes connaissances sur une autre langue qui partage le même alphabet ou est quasi identique. D'accord? Donc, on pourrait très bien apprendre dans d'autres langues et pouvoir être tout à fait performant en termes de déchiffrage sur la langue suivante. OK? Ça, c'est extrêmement intéressant à garder comme information. Là, je suis sûre que tout le monde a bien lu Badge. Et vous voyez, c'est encore quelque chose de très intéressant, c'est que notre cerveau rectifie tout seul la place des lettres. S'il y a une erreur, comme là, il y a une inversion, hein, vous voyez bien, dans le premier mot, il y a une inversion, le cerveau a rectifié tout seul et a dit Badge. Vous êtes d'accord? Je fais les interactions presque toutes seules. C'est pas grave, c'est pas grave. Je continue. Alors, là, j'ai décrit ce qu'était un lecteur expert. Et ce que j'ai essayé de décrire, c'est en quoi, finalement, quel est un des éléments clés qui pourrait expliquer qu'à un moment donné, on retrouve un élève, un jeune ou un adulte non lecteur. Eh bien, c'est l'explication la plus, on va dire, ténue, c'est que ces personnes n'ont jamais automatisé la lecture. Jamais. Ce qui veut dire que les expériences que l'on vient de vivre ensemble, eux, ils auront des difficultés sur les 2 dernières expériences, mais celles où il fallait lire les mots et nommer les couleurs, eux, ils auraient mis un dentique pour les 3 planches, les 3 diapos. Pourquoi? Parce que comme leur lecture n'est pas automatisée, ils peuvent se concentrer directement sur la couleur, puisque le mot ne vient pas tout seul, il faut qu'ils fassent l'effort de le déchiffrer. Ça va? Jusque-là? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre à la place de quelqu'un qui, justement, est un peu en difficulté de lecture et est au stade du déchiffrage. Alors, je vais demander à tout le monde de faire l'effort de lire ce texte. Essayez de le lire jusqu'au bout. Et là, vous serez à la place de quelqu'un sans tricher, sans retourner l'ordinateur. Vous serez à la place de quelqu'un qui n'a pas automatisé la lecture. C'est vraiment ce qu'il ressent quand il lit. C'est frustrant parce que je ne donne jamais la réponse en plus. Vous avez le droit, je fais exprès de vous couper, hein. Vous avez le droit de vous arrêter si à un moment donné vous sentez que vous êtes trop fatigué et que vous en avez assez. Est-ce que vous trouvez ça difficile? J'aimerais bien pouvoir voir tout le monde en fait et que vous puissiez réagir. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole parmi les gens qui assistent là pour essayer d'expliciter, d'exprimer ce qu'ils ont ressenti en essayant de lire ça? Ce serait vraiment bien que quelqu'un essaye une ou plusieurs personnes puissent dire ce qu'il a ressenti en lisant ça. Qui aimerait intervenir? Allez. J'ai levé la main. Allez-y.
allumez votre micro et réagissez. Comment vous avez trouvé cette lecture? Est-ce que vous l'avez trouvée facile? Oui, On non? m'entend? On m'entend? Marie-Louise, qui a dit oui? Est-ce qu'on m'entend? Ingrid, Oui, oui, bonjour. Ingrid, vous pouvez débrancher votre micro, enfin, remettre votre micro. Mathéa, Voilà. Madame, Monsieur ou Madame Lafitte, Et a priori, on m'entend. Bonjour à tous. réactivez le micro. Alors, qui prend la parole? Parce que c'est extrêmement important, parce que là, on se met à la place de quelqu'un qui n'a pas automatisé la lecture. Et là, on peut vraiment comprendre ce qui se passe pour ces personnes-là. Alors, j'ai trouvé cette lecture, pour celles et ceux qui m'entendent, j'ai trouvé cette lecture difficile et j'avoue que je me suis très vite découragée et je n'ai pas lu la suite. Donc, j'imagine bien que quelqu'un en difficulté abandonne assez rapidement. J'aimerais activer le micro. Bah, si, là, on va nous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'aimerais pouvoir entendre quelqu'un qui a pris la parole? Parce que je n'ai pas entendu, je suis désolée. Oui, bonjour. Ah, voilà, c'est bon. Ça y est, on vous entend. Merci. Merci. Alors, je vais répéter parce que certains ont entendu. Bonjour à tous. J'avoue que je me suis vite découragée à lire parce que c'était difficile. Donc, j'imagine bien la difficulté que peuvent avoir des élèves en situation de difficulté de lecture ou des gens en situation d'illettrisme. Vous avez tout à fait raison. En fait, un des premiers constats que l'on fait face à des élèves qui n'ont pas encore automatisé la lecture, c'est que face à un texte comme ça, ils peuvent se décourager très vite. Est-ce que j'ai une autre question pour tous ceux qui voudraient réagir là? Est-ce que vous avez trouvé ça fatigant? Vous pouvez lever les pouces, hocher de la tête pour essayer de réagir. Est-ce que vous avez trouvé cette lecture fatigante? Et là, vous avez vu, oui, effectivement. Vous avez vu que c'était un texte court. Oh. Ah ben d'accord, je parle dans le vide. Désolée. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui? Oui. C'est très fatigant. Merci d'avoir participé. Alors, autre chose, est-ce que vous avez compris ce que vous venez de dire? Non, rien du tout. Alors là, je vous rejoins totalement. Il y a un phénomène extrêmement important que tous, on doit tous comprendre, puisqu'on peut aider notre voisin, on peut aider notre frère, nos soeurs, nos cousins, pour cette question, c'est que quand je déchiffre, comme là on vient de le faire, toute mon attention est centrée. Mais vous m'entendez? Tu réactives le micro chez toi. Non, mais attends, parce qu'il faut que j'arrive à être. Il faudrait que je sois plus en plein écran en fait, pour que je puisse aller chercher la musique. J'ai fait ça. Échappe. La faute, c'est il y a YouTube qui est en train de tourner. Je sais pas. Alors, j'arrête le partage et je reviens, je vous reprends tout de suite. Voilà, ça va me permettre de régler le problème de son. Qu'est-ce qui est atteint? Il y a des choses qui tournent. Là, tu n'as plus de musique. Non. Ok. Donc, je reviens vers vous. Alors, désolée, je vais repartager mon écran pour revenir à mon diaporama. Voilà. Oui. Là, tout le monde m'entend normalement. On a réglé le petit problème technique. Merci.
Voilà, je reviens vers vous. Alors, là, ce qu'on a dit, et c'est extrêmement important, et c'est intéressant de le retenir, c'est que vous avez à la fois, de la fatigue, qui est ressentie quand on essaie de déchiffrer quelque chose, et c'est difficile. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez été obligé de reconnaître chaque lettre. Vous avez été obligé d'associer les consonnes avec les voyelles parce que vous avez cherché à lire des syllabes. Vous avez ensuite lu les mots. Vous les avez reconnus, si vous les avez à votre disposition. Là, tous ceux qui sont présents, on les reconnaît. Pour les élèves, ce n'est pas certain. Et à la fin, au bout de plusieurs minutes, vous arrivez peut-être au bout de ce texte. Et vous étiez tellement concentré sur le déchiffrage que vous n'avez pas finalement eu accès à ce qui était écrit en termes de sens. Alors, je vais vous montrer pourquoi. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je vais passer. Alors, ce que je vais vous demander... Comment ? Oui. Ce que je vais vous demander, c'est de prêter attention. On dit souvent ça aux élèves, faites attention. Là, ce que je vais vous demander, c'est de prêter réellement attention. Alors, je vais changer. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir, je ne sais pas, j'espère. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelque chose est écrit au bout d'une ligne. Ça ne marche pas? Tant pis. Je vais passer. Là. Alors, voilà. Vous voyez là. Je vais vous montrer un petit clip. Il s'agit d'un polar à l'anglaise, alors je vais vous demander de prêter vraiment attention parce qu'il va falloir trouver qui est le coupable. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a été assassiné. Il va falloir que vous observiez bien et que vous regardiez bien, essayez de trouver qui a tué. D'accord? C'est parti. Alors, vous avez regardé cette première partie. Est-ce que vous aviez trouvé que c'était Lady Smile qui vient d'être arrêtée par l'inspecteur? Est-ce que vous aviez trouvé? Logiquement, vous allez me dire non. Alors déjà, je ne vous avais pas prévenu que c'était en anglais. Et deux, comme on ne sait pas à quel moment se passe ce film, on ne peut pas savoir que les pétunias ne se plantent au mois de mai. Bon, voilà. Mais c'était en fait un leurre. Regardez bien, on va vous demander quel observateur êtes-vous? Est-ce que vous avez remarqué les 21 changements lors de cette scène? Regardez bien, c'est la même scène.
Ça va? Alors, il s'agit d'un clip pour la prévention routière, où en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes leurrés par nos capacités attentionnelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est capable de prêter attention à plusieurs choses à la fois, alors qu'en réalité, notre cerveau limite ce qu'on est capable d'observer, ce à quoi on peut prêter notre attention. Alors, ah non, c'est parce que ce qui veut dire que derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'essaie de revenir sur Zoom. Okay. Voilà. Alors, ce que vous avez vu là, est-ce que vous aviez noté tous ces changements? En fait, il y en a eu 21. C'est-à-dire que tout a changé dans la pièce. Tous les éléments ont été enlevés. Les rideaux, les tapis, même le mort a été changé. Est-ce que vous les aviez vus? Normalement, vous auriez dû les voir. Mais vous n'avez pas pu parce que le cerveau ne permet pas de faire deux choses en même temps. Si vous êtes vraiment centré sur « je recherche des indices pour trouver qui a tué », à ce moment-là, tout le reste disparaît de votre conscience. Ce n'est pas que votre cerveau ne le voit pas, d'accord? C'est que finalement, le cerveau bloque toutes les informations qui ne sont pas, on va dire, qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez ou ce sur quoi vous prêtez votre attention. Résultat, on a tout changé autour de vous, mais vous ne l'avez pas vu. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et heureusement d'ailleurs. Je reviens sur les diaporamas, je vais vous montrer. Ça s'explique très facilement. Voilà. Ici, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, il y a un petit schéma. Ça s'appelle le goulot d'étranglement. J'ai ici un objet d'attention qui s'appelle cible 1 et un autre objet d'attention qui s'appelle cible 2. À partir du moment où vous centrez votre attention sur la cible 1, toutes les informations qui arrivent autour sont bloquées automatiquement. Donc, résultat, vous ne voyez que ce sur quoi vous prêtez votre attention. C'est ce qui explique qu'il est largement conseillé quand on conduit d'être centré sur la route et non pas sur son téléphone. Parce que quand on est centré sur notre téléphone, évidemment, on a l'impression qu'on maîtrise l'environnement parce qu'on le voit, mais en réalité, la plupart des informations sont bloquées et nous sommes en mode automatique. Donc, résultat, si quelque chose arrive, vous mettrez un temps beaucoup plus long pour réagir. Voilà, c'est pour ça qu'il est déconseillé de téléphoner. Alors, je vais continuer très rapidement pour vous laisser du temps pour les questions. Vous allez dire, d'accord, première explication, c'est les élèves ou les jeunes n'ont pas automatisé la lecture. Résultat, tant que ce n'est pas automatisé, on peut perdre cette lecture. C'est-à-dire qu'on peut l'oublier même totalement, même si à un moment donné, on m'a entendu lire. Comment je fais pour reconnaître ces personnes-là? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On les entend lire à voix haute. Et quand on les entend lire, on s'aperçoit qu'ils lisent tous sur le même ton. On dit qu'ils ont une lecture dite un peu robot. Ça veut dire que souvent, c'est très haché. Et en plus de ça, tout est sur le même ton. Vous voyez, ils ne font pas de nuances, ils ne lèvent pas la voix, etc. Quand il y a une question, etc., ils ne baissent pas la voix quand il y a un point. Il n'y a pas de ton lors de la lecture. Tout est dit, tout est sur le même ton, tout est débité sur le même ton. Alors, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'on est sur la source la plus importante qui explique qu'on se retrouve totalement non lecteur. Mais parmi les personnes qui éprouvent des difficultés de lecture, il y a également tout ce qui concerne la compréhension. Alors, la compréhension, on va dire, bon, évidemment, est-ce qu'on parle oui ou non le français? D'accord? Est-ce qu'on le parle correctement? Est-ce qu'on maîtrise? Est-ce qu'on a un lexique suffisamment développé? Est-ce qu'on a des connaissances qui nous permettent de comprendre ce qu'on lit, etc., etc. Là, regardez ce qui se passe. Je vous propose un petit texte, c'est intéressant pour vous. Vous allez essayer de le lire très rapidement et juste essayer de vous demander, mais finalement, de quoi ça parle?
essayez de vous imaginer de quoi ça parle. Si je vous pose la question, vous risquez de dire que non, vous ne savez pas de quoi ça parle. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je me dépêche parce que le temps passe. Vous ne pouvez pas trouver, ou vous aurez le plus grand mal à trouver de quoi ça parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'indice suffisamment fort ici dans ce texte pour vous aider à faire un lien avec des connaissances que vous auriez à votre disposition. Mais je peux vous éclairer en une fraction de seconde. Regardez le titre. Voilà. Est-ce que là, la lecture de ce texte est claire pour vous? Faites signe. Normalement, oui, elle s'éclaire. Pourquoi? Parce que vous avez pu raccrocher là, en regardant le titre, utiliser votre lave-linge. Tout ce que vous venez de lire, vous l'avez raccroché à un domaine de connaissance que vous avez à votre disposition. Or, c'est aussi des explications pour pourquoi certains élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est parce que ce qu'ils sont en train de lire, ils n'arrivent pas à le raccrocher à un domaine de connaissances qu'ils ont. Peut-être qu'ils n'ont pas ces connaissances, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre les deux. Parce que pour faire du lien entre les deux, il faut qu'il y ait un certain nombre de mots, voilà, qu'on puisse mettre ensemble. Et par exemple, si je vous dis clown, si je vous dis clown, tigre, acrobate, vous savez quoi? Parce que vous avez des connaissances sur le cirque. Or, certains élèves n'arrivent pas à faire cet exercice-là, c'est-à-dire à lier les informations disponibles dans le texte pour en dégager du sens. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui peut expliquer que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent. Je vais vous montrer une dernière diapositive. Je vais directement aller ici. Ce sont les procédures qu'on utilise tous, c'est-à-dire vous et moi, ce à quoi on doit aboutir pour chacun. Il n'y a que deux manières de lire, deux seules de façon de lire, qu'on a tous développées. La première, ici je vous montre, c'est qu'on a des sons. Vous voyez ici dans chameau, on a le che, le a, le m, le o. Et nous, comme on a automatisé tous les processus de décodage, on va chercher à faire chat, o, ok, mot. Et là, du coup, on reconnaît le mot chameau, parce qu'on l'a à notre disposition dans notre vocabulaire personnel, d'accord, dans notre lexique orthographique. Ça, c'est une manière de lire quand on tombe sur des mots nouveaux. Et d'ailleurs, nous, on continue à l'utiliser quand on est face à des mots qu'on n'a jamais vus de notre vie, hein, comme des noms de famille, etc. Deuxième voie, c'est la voie lexicale, c'est-à-dire c'est ce que vous faites, vous, en tant que lecteur expert. On a besoin de reconnaître les mots d'emblée. Quand je vois le mot chameau, je vois ce mot et je le reconnais. C'est-à-dire, je le lis et je vois l'image d'un chameau. Peut-être qu'on n'a pas tous vu le même chameau, mais en tout cas, on sait ce que c'est qu'un chameau. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça qu'on lit. Et c'est ces deux voies de lecture, c'est ce qu'on appelle le modèle à double voie. C'est ce modèle de lecture qu'on doit absolument développer pour tout le monde. On ne peut pas apprendre à lire en apprenant les mots par cœur. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Il faut que la voix, ce qu'on appelle ici la voix indirecte, il faut que la voix indirecte soit largement développée et automatisée. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais laisser du temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour Pierre-Christophe, Hans, que ce soit pour Madame Verlaguet ou même pour le comité d'organisation? On vous laisse la parole. Merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour poser des questions, il suffirait que vous activiez le petit pouce ou la main pour prendre la parole. Monsieur Dos Santos, Madame, pardon, Ingrid Dos Santos a levé la main. On vous écoute. Oui, du coup, ma question est la... Vous avez la parole. Oui, du coup, ma question est la suivante. C'est bon? C'est fait? Vous m'entendez?
Dites-moi si vous m'entendez. Hein. C'est bon pour vous? Alors, C'est bon pour vous? Vous m'entendez? Allez-y. Alors, du coup, quelque part, quand on rentre dans la lecture, là, je parle en tant que maman, il est plus intéressant de rentrer dans la lecture pour un enfant d'un point de vue phonologique. Oui, absolument. Mais comme je viens de le montrer, il faut développer les deux voix en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il faut apprendre absolument tous les sons, ce qu'on appelle des phonèmes. Oui. Il faut que nos enfants reconnaissent tous les sons. Alors pour ça, il faut qu'ils connaissent l'alphabet entièrement. Et qu'ils sachent que, par exemple, quand ils voient les lettres A et U, ça fait O. Mais que d'un autre côté, quand ils doivent écrire O, qu'ils aient la possibilité, qu'ils aient à leur disposition en mémoire que O, ça peut s'écrire E-A-U, A-U, etc. D'accord? Tout ça, c'est l'école normalement qui le développe et on doit absolument apprendre les sons jusqu'au bout, même si on a l'impression que l'élève sait déjà lire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. En tout cas, le conseil qui est donné, c'est de ne surtout pas essayer d'apprendre à lire à nos enfants en leur faisant apprendre plein de mots par cœur. Parce qu'on a besoin d'avoir tous les sons, parce que le jour où on tombe sur un mot nouveau, eh bien, on ne sait pas quoi faire avec. Et pour automatiser la lecture, on a d'abord besoin d'automatiser tous ces processus. Donc, apprendre quelques mots par cœur, oui, comme d'ailleurs les enfants le font, maman, papa, lundi, mardi, etc. Chocolat, ou Noël, mais par contre, on est très vite saturé, au bout de 200 mots à peu près, on est saturé, on ne peut pas aller plus loin. Il y a Marie-Louise Rangel qui peut parler. Marie-Louise, bonjour. Mais mets ton micro, Marie-Louise. Voilà. Donc, Marie-Louise, je suis une enseignante. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Oui. Donc, je suis enseignante dans le privé. Oui. Je voulais revenir sur la diapo numéro 9 de M. Pons. Donc, à un moment donné, en 2009, il y a eu un pic. Si j'ai bien compris, c'est un pic où le taux d'illettrisme est très fort. Est-ce qu'il y a une raison particulière par rapport à ce pic ou pas? Tac. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, merci déjà de votre question. C'est ce que j'ai essayé du coup, ce que je disais tout à l'heure pendant ma présentation, c'est que effectivement, le pic qu'on peut voir en 2019, eh bien, il peut s'expliquer par cette question de peut-être de changement de protocole, et puis et véritablement, on n'a pas de vraie raison sur pourquoi on a eu un rebond là, sur cette dernière année. Bon, c'est vrai que si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le nouveau protocole était à partir de la mi-2019. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément des chiffres qui soient comparables d'un à l'autre. Hein? Ah oui, puis il y a eu aussi un changement au niveau du matériel avec les APET aussi, puis le calcul des temps de réponse aussi aux différents exercices qui étaient proposés aux jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Pour compléter un petit peu, ce que je peux dire, c'est que effectivement, hein,
c'est quand même bien d'avoir cet indicateur des journées défense et citoyenneté, de ces tests de lecture. On sait après qu'il y a une utilisation de ces données-là aussi avec des instituts de placement. On sait qu'il est proposé aux différents jeunes qui sont détectés en difficulté de lecture ou en illettrisme. Il aurait proposé de prendre contact avec ces services de placement ou pour ceux qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas forcément validé de diplôme. Mais très clairement, voilà, le problème, c'est que quand on change de protocole d'une année sur l'autre, on perd toute l'historicité des différents chiffres, et c'est bien dommage. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que bon, avec l'antériorité du précédent protocole, on a quand même un recul d'à peu près 8 à 9 ans avec un protocole similaire, et globalement, eh bien, les chiffres évoluent assez peu. C'est ce que je disais pendant ma présentation, entre 17,5 et 18% d'illettrisme. Pour les difficultés de lecture, voilà, les profils 1 à 4, on est entre 33 et 35%, ce qui reste quand même un tiers des jeunes interrogés, c'est quand même pas négligeable. Mais globalement, voilà, ce qu'il faut retenir en Nouvelle-Calédonie et même ailleurs, hein, ça se vérifie, c'est que globalement, on a une vraie stabilité. Ça ne change pas d'une année sur l'autre. Les changements sont assez marginaux. Et puis même quand il y a des mesures ou des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour lutter contre l'illettrisme, c'est que bien plus tard qu'on peut le voir dans les différents chiffres. Donc c'est assez frustrant pour le coup, mais très clairement, c'est un problème qui ne doit pas être vu dans l'instantanéité. Hein. On ne va pas réussir à résoudre l'illettrisme en quelques années. Ça se voit sur du temps long, et ça, il faut évidemment du courage politique aussi pour pouvoir mener de main de maître cette lutte. Alors là, j'entends plus. Je peux reposer une autre question? Oui, peut-être pour les trois. Alors, Madame Casali, vous avez essayé d'expliquer un petit peu le mécanisme de lecture. Et donc, par rapport à certains automatismes, il faut habituer aussi les enfants à avoir cet automatisme pour qu'au sortir de la scolarité, ils vont développer une lecture un peu plus experte. Donc, maintenant, ma question, c'est ces élèves qui sortent et qui décrochent par manque d'automatisme, est-ce que l'on peut dire ça renvoie à un contexte qui n'est pas approprié et qui fait que la motivation de certains jeunes n'est pas dans la lecture, automatiquement, ce mécanisme se perd. Donc, ma question, est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Oui, merci Marie-Louise. Bon, en fait, ce qui est extrêmement important de comprendre. D'abord, premièrement, on peut tous agir pour aider quelqu'un qui est dans cette situation. On n'a pas besoin d'être un expert en apprentissage de lecture pour aider quelqu'un dans cette situation. Si vous entendez lire quelqu'un comme un robot, je parle d'un élève, d'un jeune, évidemment, sauf ceux qui sont en train d'apprendre à lire, c'est normal qu'ils lisent de cette manière-là. Mais pour ceux qui sont, par exemple, en collège ou en cycle 3, enfin CM1, CM2, 6e collège, et même après en lycée, si vous entendez des personnes lire de cette manière-là, vous pouvez l'aider. Alors, pour ça, soit on utilise ce qu'on appelle des textes et on s'entraîne à les lire plusieurs fois pendant 1 minute. On lit à voix haute pendant 1 minute. On lit, on s'arrête, on relit, on s'arrête, on relit, on s'arrête. À un moment donné, tous les mots présents dans ce texte, à partir du moment où on les a reconnus, hein, du point de vue du sens, tous les mots qui sont présents sont automatisés. Donc, au fil des lectures, si on leur propose de le faire très, très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, on peut arriver à un automatisme très rapidement. Un automatisme, on va dire, suffisant. À partir du moment où on a automatisé la lecture, on est disponible pour comprendre ce qu'on lit. Et ça, c'est quand même un aspect extrêmement important. Et par contre, si on n'apporte pas l'aide qui convient au moment où l'élève en a besoin, où la personne en a besoin, effectivement, elle va se décourager, elle ne va plus toucher au livre. Ce n'est pas forcément un problème de motivation par rapport à la lecture, c'est que la lecture est devenue finalement une souffrance permanente.
Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure le texte que vous avez essayé de déchiffrer. Si on vous passe, si toute la journée on vous propose des textes comme ça, à un moment donné, vous allez décrocher vous aussi. Peu importe la motivation que vous aviez au départ. C'est parce que c'est extrêmement fatigant et démotivant. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'entraîner à lire pendant très peu de temps, mais souvent, et à voix haute. Ça répond à la question? Oui, ce n'est pas vraiment l'orientation que je voulais en arriver, c'est surtout par rapport à cet échantillon, ce pourcentage de jeunes qui sont pas seulement jeunes, mais dans des conditions d'illettrisme, justement. Est-ce qu'à un moment donné, la motivation n'a pas été impactée et qui fait que à un certain moment, cette habitude, ils ne vont plus l'avoir et automatiquement, après une certaine période, ils vont décrocher. Oui, abandonner, oui, je comprends. Oui, vous avez raison. Alors, quand on est sorti du système scolaire et qu'on se retrouve en situation d'illettrisme, à un moment donné, on ne se confronte plus du tout à la lecture et on a d'autres moyens pour s'en sortir. D'accord? Mais sauf que, et ça c'est important, là, tout ce qu'on est en train de faire, toute cette sensibilisation à la prévention et même à la lutte contre l'illettrisme, c'est que peu importe l'âge que l'on a, on peut réapprendre à lire. On peut, avec de l'aide, on peut y arriver. Avec un peu d'aide, on peut y arriver. D'accord? Ça, c'est un message que tout le monde doit avoir, c'est qu'on peut réapprendre à lire à n'importe quel âge. Madame Verlaguet, vous pouvez intervenir. Oui, je voudrais bien peut-être compléter il y a à la fois ce qu'on disait, le contexte de l'école, on va dire, hein, avec tout ce que vient de rappeler Marie-Christine sur la nécessité de déchiffrer. Donc d'abord, par rapport à la question de la maman tout à l'heure, dès la maternelle, travailler sur les sons à la maison avec des comptines, avec toutes ces petites formulettes pour pouvoir repérer justement tous les sons. Ensuite, l'apprentissage en lui-même avec le déchiffrage, avec l'automatisation. On a des sons, on voit des lettres. Ces lettres-là, justement, elles s'écrivent ainsi, elles se prononcent ainsi. Cette automatisation va permettre d'entrer dans de la compréhension. En même temps, il y a le lexique à construire, parce que justement, c'est le lexique qui va permettre après de poser, d'aller plus loin, et peut-être parfois du lexique complètement nouveau par rapport à l'environnement familial, culturel. Donc ça aussi, c'est important avec tous les projets et toutes les ouvertures qui peuvent être faites dans les écoles, avec les associations. Et quand Marie-Christine parle de la lecture et de lire souvent, il y a de nombreux projets dans les écoles, portés aussi par les associations, avec de la lecture oralisée, justement, qui permet de mémoriser des mots, des sons. Ensuite, il y a tout ce qui peut être fait pour éviter que les élèves ne décrochent tous les dispositifs d'accrochage scolaire. Parce que, en effet, l'idée, c'est qu'il y en ait de moins en moins qui sortent du système scolaire, qui n'aient pas maîtrisé les compétences. Et donc là, peut-être, cette question de la motivation, elle est cruciale. Qu'est-ce qui intéresse un gamin de 8 ans ? Qu'est-ce qui intéresse un gamin ou une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans? Le passage au collège, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la maturité de l'enfant. Et du coup, ça questionne les stratégies peut-être. Les stratégies d'apprentissage au niveau de l'école, au niveau du collège, et puis de l'environnement culturel. On a aussi toutes les structures associatives, toutes les structures culturelles qui peuvent apporter, qui peuvent peut-être rebooster un enfant qui aurait moins envie de lire qu'un autre, pour éviter qu'après il décroche complètement et qu'on les trouve en grande difficulté, sans possibilité d'insertion. Mais je confirme aussi ce que l'on dit, il y a toujours moyen de réapprendre, mais après c'est plus difficile. Il y a l'âge qui est là, la vie, et puis c'est pas toujours facile de faire sa vie quand on n'est pas inséré professionnellement ou socialement. Et du coup, après, là, le FIAF pourrait vous en parler, ou l'IFAP par rapport aux compétences ou formations pour des personnes qui sont sur des emplois et qui ont de grandes difficultés en lecture, en écriture, en calcul, et du coup qui donnent le change parce qu'ils arrivent à faire une tâche, un métier à peu près automatisé, mais dès lors qu'on va leur demander d'occuper d'autres fonctions, s'ils n'ont pas ces compétences essentielles, ils n'arriveront pas
à se projeter. Et du coup, ça fait des personnes qui sont vraiment en difficulté et rejetées. D'où la nécessité là aussi de formation. Mais la formation, on va dire, elle transcende, elle est sur l'ensemble du système éducatif, mais aussi sur le système économique après. Il y a des formations référents compétences essentielles qui se mettent en place dans les entreprises avec des acteurs là, du domaine de l'insertion, de la formation professionnelle. Et puis la question du repérage. Comment est-ce qu'on arrive à faire sortir un gamin du système éducatif sans repérer qu'il est illettré? Pourquoi les JDC nous renvoient ça? Il faut qu'on essaie de repérer au plus tôt et peut-être là, continuer notre interrogation du système éducatif en regardant les évaluations de plus près et en ciblant les compétences qui sont déficitaires justement pour arriver à compenser. Voilà. La motivation, elle peut être intrinsèque, mais elle peut être aussi boostée par l'extérieur, quoi, de toute façon. Voilà, en espérant, j'ai essayé aussi de faire un petit tour d'horizon parce qu'il y a les difficultés d'apprentissage, mais il y a aussi le présentéisme à l'école, d'accord? Être à l'école, ce que disait tout à l'heure, c'est quand même important. Alors après, on a des années compliquées là en ce moment avec la crise sanitaire, mais ça c'est important. Il faut que les parents aussi soient dans ce registre-là. Parce que du coup, toutes ces compétences qui sont proposées chaque année sur tout le système éducatif, si elles s'accompagnent, si elles se cumulent de manière spiralaire, l'élève sortira un peu plus armé que s'il ne fréquente pas l'école, par exemple, quoi. Voilà. Pour des raisons variées, hein, de toute façon. Et puis après, il y a aussi parfois des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, c'est la santé. La santé, voilà. Et pour le reste, je pense on a déjà quelques pistes et on pourrait en trouver d'autres, bien sûr. Hein. Alors là, si vous avez des idées, n'hésitez pas, communiquez-les-nous. D'accord. C'est juste une dernière question pour laisser aussi les autres réagir, parce que nous, en étant au primaire, on constate beaucoup d'absentéisme, justement, là, par rapport à la crise. Avec la continuité pédagogique, on a déjà quelques éléments de repérage par rapport à ces élèves qui peuvent à long terme décrocher. Et donc, c'est bien aussi, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention parce que ça nous met toujours en question. Et je réagis justement parce qu'on a eu un conseil de cycle hier avec nos enseignants et on a remarqué que les élèves, quand on a donné les continuités pédagogiques, les élèves qui ont beaucoup de difficultés en lecture, notamment, ce sont des élèves qui rapportent les devoirs non faits ou les devoirs qui sont bâclés. Donc, c'est juste pour réagir aussi par rapport à ces avant-coureurs, ces signes qui peuvent nous alerter sur le décrochage plus tard, et notamment l'absentéisme des élèves. C'est pour ça qu'il faut, l'école participe à cette prévention, mais elle ne peut pas agir seule. Les parents, la communauté éducative, tout le monde doit être là justement. Les conditions sociales, s'ils vous rapportent le travail non fait, c'est peut-être qu'ils ne sont pas en capacité à la maison de pouvoir le faire. Est-ce qu'ils peuvent être accompagnés? Est-ce qu'ils peuvent être aidés? Le rôle de l'enseignant qui est là au quotidien, c'est pas papa ou maman parfois qui peut le faire à la maison. Donc voilà, c'est vrai que cette question-là de la crise sanitaire, ça risque peut-être d'avoir aggravé la situation de certains. Mais il faut toujours chercher des solutions. Voilà. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une fois? 2 fois? 3 fois? Voilà. Moi, voilà, peut-être que M. Pence va aussi réagir et puis après, on conclura pour essayer d'être dans les temps. Pierre-Christophe? Oui. Tu m'entends? Ouais, vous m'entendez? Non, mais ça va être très rapide. C'est vrai que pour apporter un petit complément à ce qui a été dit par Marie-Christine et pardon, par Yolande, sur le lien qu'il peut y avoir entre décrochage scolaire et illettrisme, c'est vrai qu'il y a plusieurs travaux qui ont été menés, notamment par l'Observatoire
sur ce lien qu'il y a entre les deux. Alors, ce qu'on peut dire assez rapidement, hein, et ça peut paraître assez évident, mais l'illettrisme, c'est l'un des facteurs du décrochage scolaire, pas le seul, évidemment, c'est pas un déterminant du décrochage scolaire, mais quand on regarde un petit peu le mécanisme un petit peu des difficultés de lecture au premier degré, on voit que c'est un phénomène cumulatif, hein, il se cumule avec d'autres difficultés, et que au fur et à mesure de l'avancée de l'élève dans le cycle scolaire, qu'il peut y avoir aussi des difficultés de plus en plus importantes qui contribuent à la fois à cet absentéisme précurseur peut-être d'un décrochage scolaire à plus long terme. Donc c'est vrai, je pense qu'au niveau du premier degré, la vigilance par rapport à ce niveau de lecture est à mon avis prépondérant avant que ça puisse se cumuler à d'autres difficultés et conduire à une forme de décrochage scolaire. Voilà ce que je peux dire brièvement, mais évidemment qu'à tout âge, à tout niveau scolaire, on peut pouvoir apporter des outils pour réapprendre à lire ou pour apprendre à lire. Le plus tôt est le mieux, évidemment, pour éviter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ait des lacunes dans d'autres disciplines et dans d'autres domaines. Voilà ce que je peux dire. Et puis, voilà. Bien, écoutez, je crois qu'il est temps de conclure. Moi, je voudrais vous inviter à suivre nos travaux et puis vous indiquer quand même qu'il y a une mobilisation qui est très importante des acteurs. Si on avait pu faire notre journée, je regarde les collègues qui sont là, notre semaine, tous les acteurs étaient très, très mobilisés. Ça avait été salué par la NLCI en métropole. Là, sur la quinzaine, étant donné la période, ce n'était pas possible pour eux de reproposer des actions. Mais sachez que toutes les collectivités, les provinces, les communes, des entreprises, les bibliothèques, les médiathèques, le secteur donc privé, comment dire, l'armée. Enfin, on a quand même une multitude d'acteurs qui interviennent, qui font des choses très positives qu'il faut signaler. Vous retrouverez les éléments sur le site. Vous avez l'ensemble des acteurs. Si vous allez vous regardez un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière déjà, on avait une belle mobilisation. Et je crois l'idée des collectivités, c'est de toujours avancer pour chercher les bons dispositifs, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Il nous manque des chiffres encore, Monsieur Pierre-Christophe l'a indiqué. Oui, on essaiera d'en avoir d'autres, mais il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des programmes, l'école de la réussite qui propose des choses, il y a eu des délibérations qui ont été passées dans les collectivités, notamment en province Nord, il y a la formation de référents dans les entreprises, dans les établissements scolaires aussi, avec des programmes spécifiques. Je crois qu'il faut, ce que disait Madame Casali tout à l'heure, il faut que tout le monde relaie ça. L'illettrisme, en fait, on est tous responsables, et on est tous acteurs de sa réduction. C'est ce que l'on espère et voilà. Je terminerai sur ce mot-là. Voilà. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt, je l'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'est quand on avait fait ça. On va le premier entre 25, 26, 27. Ouais. C'est bien. C'est bien. Oui, surtout quand on est en fin d'après-midi, moi je sais que la plupart des enseignants, ils ne sont pas dispo. Non.